Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Donc, l'actualité, c'est ce débat aux États-Unis qui, ce matin, fait la manchette et fait l'objet de moult analyses. Oui, et Kamala Harris là, est sortie grande gagnante de ce débat-là. Un débat très long quand même, devait durer 90 minutes. Ça a été plutôt aux alentours d'1h45. On s'est couché très tard. Je l'ignorais, moi. j'ai regardé, je vais être franc, j'ai regardé 1 heure. Oui, ben moi, je l'ai fait en 2 temps. Couché, j'ai regardé 1 heure et le dernier 45 minutes ce matin, parce qu'à un moment donné, vous comprenez la réalité du matin, il y a un chrono, là. Les secondes, les minutes s'égrènent. Dans ce débat-là, si on regarde d'abord quelques chiffres, Kamala Harris a été à l'offensive pendant 17 minutes 25 secondes selon des chiffres officiels du New York Times, alors que Trump, c'est davantage autour de 13 minutes. Globalement, son temps de parole a été plus élevé que celui de Mme Harris, mais en ce qui concerne les attaques, c'est elle qui a marqué davantage de points et qui a maximisé son temps de parole. Il a senti le besoin de répliquer à tout, là, ce qui est une erreur en débat, mais... c'est ça ce que ça me dit, moi, c'est qu'il était vraiment piqué par les attaques. Ah oui. Entre autres, exemple, elle l'a attaqué, je vais donner un exemple. Elle l'a attaqué sur le fait qu'il n'y avait pas de monde dans ses rassemblements. Oui, mais ça le pique, là. C'est un sujet très sensible. Alexandre, normalement, tu laisses passer, là. T'attaques sur le fond, tu reviens sur les enjeux de fond, l'économie, l'immigration, les problèmes de tous ordres, de criminalité ou autre. Tu te laisses pas distraire par tes rassemblements. Mais c'est ça, là, c'est que lui, ça y rentre sous la peau. De se faire dire qu'il n'y a pas de monde à ces rassemblements, que ces rassemblements sont plates, que le monde part avant le temps. Ça l'irrite au plus haut point. Il a utilisé de précieuses secondes pour se justifier qu'il y avait du monde dans ces rassemblements. Alors que ça, c'est comme... Ça, à mon avis, c'est vraiment tombé dans le piège de l'autre. Ouais. Et Kamala Harris a voulu incarner quand même le renouveau dans ce débat-là. À un moment donné, elle a dit « Je suis pas Donald Trump, je suis pas Joe Biden ». Donc, elle s'est distanciée de l'administration Biden. Je suis Kamala Harris. Elle s'est présentée comme une enfant issue de la classe moyenne comparativement à son adversaire qu'elle a décrit comme étant quelqu'un qui a reçu 400 millions de dollars de son père sur un plateau d'argent, mais qui a fait faillite quand même 6 fois. Il y a eu quelques bonnes répliques, notamment un clin d'œil à The Apprentice, son fameux You're fired de Donald Trump. Trump a été mis à la porte par 81 millions d'Américains, a-t-elle dit, et il a vraiment du mal à avaler ça. Elle a souligné à grands traits les déboires judiciaires de Trump. Et comme on le disait, oui, ça a été plus difficile pendant les 15 premières minutes, entre autres sur l'économie pour Mme Harris, mais on a senti qu'elle a repris un certain momentum en ce qui concerne, entre autres, l'avortement. On la sentait quand même en contrôle dans ce débat-là. Ça a fait taire bien des détracteurs qui disaient, ben voilà, elle est même pas capable de sortir de son télésouffleur, elle est pas capable de se présenter à l'écran dans une entrevue sans son colistier Coach Waltz. Sur les relations internationales, et ça, c'est intéressant, elle a accusé Trump d'adorer les hommes forts au lieu de se soucier de la démocratie, a réitéré le droit d'Israël de pouvoir se défendre face à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Mais sur Israël, ils sont pas très loin un de l'autre. Hein. Sur le fond, là, sur la forme, ils se sont attaqués. Mais elle a tenu à lui répondre, parce qu'à un moment donné, Trump a dit, vous aimez pas Israël. J'ai identifié un des extraits quand même assez marquants de ce débat-là, de cette soirée-là, la réponse de Kamala Harris. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. Ouais. Elle s'est beaucoup appuyée sur des chefs militaires, des gens qui ont travaillé avec Donald Trump pour parler de ses faiblesses. Trump qui s'en est sorti quand même, c'est là aussi il a utilisé The Apprentice. Il dit, ouais, mais là, vous me citez toutes sortes de personnes, des gens qui ont travaillé avec lui, mais ces gens-là parlent contre moi parce que je les ai tous congédiés, là. Bon, mais ça a passé quand même. Ça, c'est un moment où Trump... Il a reviré ça. Il a dit, vous, Mme Harris, vous congédiez personne. Il a commencé à nommer une série de problèmes, l'Afghanistan, etc., où les démocrates, selon lui, auraient dû congédier des gens qui ont fait des erreurs et ne l'ont pas fait. Sur l'avortement, là, il y a eu quand même des échanges, je dirais des échanges de fausseté. Elle a accusé Donald Trump de s'il est élu, il va faire une espèce de ban, là, un bannissement général de l'avortement, ce qui n'est pas la position de Trump. Trump dit on va le ramener au niveau des États. Donc, elle a un peu fait peur aux gens en donnant une position qui n'est pas la sienne, mais lui a rétorqué
en laissant entendre que avec les démocrates, même des enfants nés, des enfants venus au monde pourraient être assassinés parce qu'après la naissance, on ferait toujours un avortement. Et ça, c'est faux, archi faux. Oui, non, c'est une des nombreuses faussetés que Donald Trump a avancées dans ce débat-là. Puis je te dirais, plus le débat avançait, plus Trump semblait irrité. Vers les dernières minutes, il transpirait. Zéro sourire. Là. Non. Plus content d'être là. C'est ça que moi, je trouve qu'on sentait. Il était plus content d'être là. Et c'est tellement important, puis les spécialistes de l'image vous le diront aussi, les réactions dans un débat, le non-verbal dans un débat. Il y a même des experts souvent même qui éteignent le son pendant quelques instants pour voir un petit peu le non-verbal de la personne. Quelques bonnes attaques quand même de Trump, notamment... lorsqu'il a attaqué Kamala Harris sur son bilan en disant « Ça fait presque 4 ans que vous êtes dans cette administration-là, que vous êtes au pouvoir à la Maison-Blanche. Pourquoi vous n'avez pas fait tout ce que vous avancez? » Il l'a traité de marxiste, comme son père. Il a brandi la menace, et ça, Kamala Harris a répliqué immédiatement, qu'elle allait confisquer les armes des Américains. On sait à quel point c'est un enjeu important aux États-Unis. Mais Kamala Harris, on lui reproche souvent de trop sourire. Dans ce cas-ci, je trouvais que c'était quand même bien dosé. Il y avait des expressions faciales qui étaient quand même assez révélatrices sur ce qu'elle pensait des répliques de Donald Trump. Je me demande si c'est un vrai problème de trop sourire. Tu sais, le sourire dans la vie, c'est quand même... Tu sais, entre le sourire puis l'air bête... Tu comprends? Le rire... Il y avait tout un contraste hier. Le rire, tu peux, mettons, dans une situation qui est grave, là, qui est tragique ou qui est problématique... Le rire peut avoir l'air d'un rire niaiseux pour te défiler de la gravité de la situation. Ça, je l'entends. Mais d'être souriant dans la vie, des gens qui ont, que ce soit dans n'importe quel domaine, des gens qui ont vécu l'échec pour cause d'être trop souriant, il me semble qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, et quand on regarde aussi à l'international, selon Trump, si Harris est élu, Israël aura disparu d'ici 2 ans. Selon Trump, ce sera la 3e guerre mondiale si les démocrates se retrouvent à la Maison-Blanche et que lui... Au contraire, tout le monde a peur de lui à l'international. Alors, ce ne sera pas un enjeu. Autre bonne ligne sur sa tentative d'assassinat, il a dit « J'ai probablement reçu une balle à la tête en raison de ce que les démocrates disent. » Et un moment fort, puis ça a été une déclaration de Trump à propos de la couleur de la peau de Kamala Harris. Il a été confronté là-dessus, à un moment donné. Voici ce qu'il a réitéré lors du débat, suivi de la réaction un peu abasourdie de Kamala Harris. I read where she was not black, that she put out, and I'll say that, and then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. That's up to her. That's up to her. Vice President Harris, your thoughts on this? Honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. Maintenant, le vrai test, ça va être des sondages des prochains jours. Est-ce que ce sondage fait bouger l'aiguille? Ça va être ce qui va être à surveiller. Et dans les stratégies, j'arrive à toi, Isabelle, parce que dans les stratégies des démocrates, je pense pas que ce soit un hasard. On disait, il y a Taylor Swift dans leur manche. Là, on se disait peut-être qu'elle sortira pas, mais peut-être qu'elle va sortir proche de l'élection. Mais là, on la gardait comme un punch, j'ai l'impression. Hein? Quelques minutes après le débat, finalement, c'est là qu'elle a mentionné qu'elle avait fait son choix, qu'elle avait fait ses recherches une quinzaine de minutes après le débat et qu'elle allait se ranger du côté de Kamala Harris. Elle a mentionné, entre autres, qu'elle avait eu peur des images qui avaient été faites avec l'intelligence artificielle de Donald Trump. Elle disait « faut lutter contre la désinformation ». Elle saluait, entre autres, Tim Walz qui a défendu les droits LGBTQ+, l'avortement, le droit des femmes. Fait qu'elle mentionne à ses fans « faites vos recherches, mais c'est important de faire un choix. » On sait qu'il y a plus de 50% des gens aux États-Unis qui adorent Taylor Swift, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Donc, elle a quand même un grand pouvoir là, sur ça. Et elle a signé, et c'est là que c'est un coup de génie, Childless Cat Lady. Childless Cat Lady, c'est un clin d'œil qu'elle faisait à J.D. Vance, puis c'était pas caché du tout. C'est qu'en 2021, l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, avait reçu J.D. Vance. Et lui, ce qu'il avait dit, c'est que les États-Unis étaient dirigés par des démocrates. C'était une bande de femmes à chat sans enfants qui étaient malheureuses puis qui essayaient de rendre les autres malheureux. Donc, c'est pour ça que Taylor Swift a signé Childless Cat Lady. Je trouve ça tellement drôle et sa photo, c'est elle avec un chat. C'est vraiment le clin d'œil qu'elle a fait. Je trouve que c'est vraiment du génie.
Et il n'y a pas que ça. Il y a Team Kamala qui a publié également sur Twitter des bracelets d'amitié. Les bracelets d'amitié, c'est très connu pour ceux et celles qui vont dans les spectacles de Taylor Swift. Il y en a beaucoup là, qui se font des bracelets avec des petites breloques et qui s'échangent ça. Et sur le compte Twitter des fans de Kamala, on peut acheter un bracelet au coût de 20$ présentement et le recevoir d'ici le 24 septembre au coût de 20$. Bon, il n'y a plus juste Trump qui vend de la camelote. La marchandise. mais tu parlais de la publication, c'est devenu viral. Je regarde sur son compte Instagram en ce moment, 6,6 millions de mentions j'aime, 1,1 million de partages et tout le tralala, là, ça circule. Mais en termes d'évaluation d'influence, elle est vue comme dans une classe à part. Tu as des artistes d'un bord ou de l'autre là, qui se prononcent, plus souvent chez les démocrates, les artistes. Mais tout le monde s'entend que Taylor Swift, en termes d'influence, est dans un monde complètement à part. Là. Et c'est pour ça que même le camp Trump n'a jamais voulu la pogner de front, l'affronter. On a vraiment peur d'elle. Là. C'est une machine. Et d'ailleurs, sur le texto, ça réagit beaucoup par rapport au débat d'hier. Il y a David qui dit qu'il a adoré le débat. C'est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Les animateurs étaient excellents en reprenant les faussetés. Je pense que Kamala Harris ne peut pas faire mieux. Trump ne pouvait pas faire pire. Je lui donnerais pas tout de suite les clés de la Maison-Blanche. Par contre, là, il reste 2 mois avant le vote. Ça peut tellement changer vite. Il reste du temps pour Trump, malheureusement. Merci, David. Oui, il reste effectivement beaucoup de temps. Là. Il reste presque 2 mois avant l'élection. Puis l'autre question en suspens, est-ce qu'il y aura un autre débat? L'équipe de Mme Harris a mis au défi là, Trump dans les minutes qui ont suivi le débat pour un deuxième affrontement. Trump est un peu évasif là-dessus. Ouais. On verra bien. D'ailleurs, là-dessus, elle a pris tout le monde par surprise parce que la plupart des experts disaient si Kamala Harris... Parce que les gens pensaient que Kamala Harris serait moins forte en débat, puis ils disaient si elle s'en sort, n'importe quoi entre correct et bien, là, elle va fermer les livres. Elle va dire, regarde, plus de débat, le débat est fait, puis elle va être bien contente de s'en être, d'une certaine façon, de s'en être débarrassée, de s'en être sortie. Mais là, le camp Harris, qui a pris tout le monde par surprise, et dès les minutes suivant le débat, invitation à un autre débat. Donc, ça sera à suivre. Les prochaines dates à l'agenda, débat de la vice-présidence entre Tim Walz et J.D. Vance, c'est le 1er octobre, et bien sûr, l'élection du 5 novembre. Actualité. On revient chez nous. Michael Sebia, qui hier était en commission parlementaire. En fait, il était le premier intervenant là, de ces 2 semaines d'études du projet de loi 69. Et il a rappelé à tout le monde qu'il a beau avoir été embauché par le gouvernement, il est un homme qui maîtrise ses dossiers et un libre penseur. Oui, c'est ça. Et plutôt, des fois, il y a une espèce de petit devoir de réserve là, envers l'administration publique, envers le gouvernement. Là, on a eu l'impression un petit peu que Michael Sebia a réglé ses comptes avec Pierre Fitzgibbon, dont il partage peut-être pas la vision nécessairement sur certains aspects. Mais au fond, Alexandre, oui, on dit ça, nous, parce qu'on l'analyse, mais il a répondu aux questions, point là. Absolument. Il a répondu, franchement, des vraies réponses aux questions. Donc, Marois Risky a demandé, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'on a trop donné aux entreprises? Est-ce que ces réponses ne fit pas avec la vision du gouvernement? Du gouvernement. Mais mettons que ces réponses, c'est ça la vérité. Mettons que c'est juste un homme en maîtrise de ses dossiers qui n'a rien à cacher et qui dit la vérité à son Parlement. Moi, j'ai vu... Il me semble que c'est encore... En 2024, ça doit être encore honorable de dire, moi, je fais pas de stratégie, je lèche pas les orteils du gouvernement, je donne la vérité. Les parlementaires de tous les partis m'interrogent sur l'état des choses. Voici mes réponses. C'est ça. Et moi, il y a 2 volets qui ont retenu mon attention. Bon, le premier, Michael Sebia a accusé le gouvernement d'avoir été trop généreux avec les entreprises étrangères plutôt que nos entreprises d'ici, les PME. L'autre question, c'était... Puis on était plusieurs à se poser pourquoi, là, du jour au lendemain, on se retrouve, là, on avait de l'électricité, elle a pu savoir quoi en faire, puis là, on se retrouve en déficit de production. Et là, il y a eu des partiels de réponse, c'est que le potentiel de croissance était évalué à 0% en ce qui concerne l'économie. Alors là, c'est sûr que les calculs ne marchent pas. Oui, mais c'est parce que pendant 20 ans, ça, c'est le désastre financier des libéraux. Là. Le désastre pas financier, mais économique des libéraux. On oublie que sous les années Charette, moi, je suis allé même étudier ça, j'avais écrit là-dessus dans le journal, les demandes au BAP, les demandes d'entreprise, les demandes d'investissement, il n'y en avait plus. Il n'y a plus personne qui investissait au Québec. Le Québec était économiquement à 0. Alors ça, c'est aussi la nouvelle réalité qui, à la fois, on peut blâmer Pierre Fitzgibbon de sa gestion de l'énergie, puisqu'il en a trop donné des entreprises étrangères, mais il a quand même ressuscité le Québec comme un lieu d'investissement. Parce qu'on n'investissait plus au Québec, là, tout simplement. Là, on est redevenu à, on reçoit des demandes pour des projets, puis là, il faut décider à qui on donne de l'électricité, à qui on n'en donne pas, selon les disponibilités. Je pense aussi que M. Sebia ne veut pas nécessairement blâmer sa prédécesseur, mais je pense qu'il y a eu aussi un problème de planification chez Hydro. Là, à un moment donné,
on a mal évalué l'avenir. Là. Oui, zéro croissance économique, mais tu peux pas te promener sur la rue puis dire qu'est-ce qu'on fait nous autres au Québec? On décarbone les industries, on met toutes les voitures électriques, les autobus électriques, les autobus scolaires, tous les transports en commun, tout électrique. Ah, mais on produit pas plus d'électricité. À un moment donné, il y a un réalisme de base à avoir. Si politiquement, les 4 partis politiques se promènent en campagne électorale à dire on va tout électrifier, bien là, ça va prendre l'électricité, puis on a beau dire on va partir dans la vaisselle de la nuit pour en économiser un petit peu, là, c'est jamais assez pour tout électrifier les secteurs d'économie. Là. Chez les libéraux, Mario, on se dirige. L'année 2025 va être hyper importante. Course à la direction. Le nouveau chef sera couronné en juin 2025. Là, il y a 2 candidats de confirmés, M. Coderre, M. Charles Milliard. On en aura, selon toute vraisemblance, un 3e de confirmé vendredi. Fred Beauchemin qui a convoqué la presse, Mario, c'est à Trois-Rivières. Oh! Bon. Écoute, moi, quand j'en parlais, j'en parlais comme un candidat déjà confirmé. Mais c'est vrai qu'il n'en avait jamais fait l'annonce officielle, mais pour ses collègues députés, c'était clair. Il parlait comme un candidat à la direction du parti. Maintenant, lui, il y a tout un travail à faire. Là. Il y a peu d'appui. Denis Coderre a peu d'appui dans le parti. Mais dans la population, il sort encore premier d'un sondage. Je ne sais pas si ça va durer, mais il sort encore premier d'un sondage. Fred Beauchemin, il n'y a ni un ni l'autre. Il n'y a ni de grands appuis dans le parti, un peu chez les jeunes, mais ni de grands appuis dans le parti. Et il sort à 1% dans la population. Il y a l'enjeu de notoriété. Mais je pense qu'il est carrément pas connu. Alors là, lui, il faut qu'il fasse des gains sur les 2 fronts. Au fédéral, ouais. Toujours réuni à Nanaimo, en Colombie-Britannique, chez les libéraux de Justin Trudeau. Et il y a un nom qui était sur toutes les lèvres, c'est celui de Mark Carney, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada. Il est vu par plusieurs comme un successeur potentiel à M. Trudeau, si éventuellement il devait quitter. Mais actuellement, il aura un autre rôle. Il va conseiller le premier ministre pour faire du Canada un partenaire commercial incontournable. Et il refuse de dire s'il convoite ou non un siège aux communes. Est-ce qu'il va se limiter à un rôle de conseiller? Mais quand même, c'était intéressant de le voir planer. C'est le nom qui retient beaucoup l'attention actuellement chez les libéraux. Mais chez les libéraux, on semble prendre pour acquis qu'il se présente. Là. Qu'aux élections, il va être candidat. Mais là, est-ce qu'il pourrait... Puis si Justin Trudeau partait, est-ce qu'il pourrait être candidat pour remplacer Justin Trudeau? Est-ce qu'il se présente dans le but de prendre la place de Justin Trudeau, de devenir chef du Parti libéral? Alors hier, disons qu'il est resté évasif sur le sujet. Ouais, tu dis. Il y a un dépliant qui fait énormément jaser. On sait, là, on se dirige vers une partielle dans la salle Aymar-Verdun à Montréal. C'est lundi prochain. D'ailleurs, on voyait Jack Meeting faire du porte-à-porte là, avec Craig Sauvé. Et le dépliant en question du candidat néo-démocrate... n'est pas passé inaperçu. On voit un drapeau palestinien flotter en arrière-plan. Et bon, l'inscription, Craig Sauvé, donc pour mettre fin au génocide là, à Gaza. Les gens sont très partagés, hein, un peu même ironiques par rapport à ce qui se passe. Est-ce que tu te présentes aux élections au Canada, à la limite un drapeau du Canada, un drapeau du Québec si t'es nationaliste puis que c'est le Québec que tu veux défendre dans le Canada? Est-ce que tu te présentes dans des élections au Canada avec un drapeau palestinien? Moi, j'avoue, j'ai un malaise. Et j'ai un malaise, là, je l'ai écrit ce matin avec le titre aussi. Là. Penses-tu vraiment que tu vas voter dans une partielle, tu vas mettre fin à la guerre? Que tu vas mettre fin à ce qui se passe entre Israël et le Hamas? Et puis, ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, même au-delà de ça, les dépliants, là, on dirait qu'ils se mettent toujours le pied quelque part où il ne faut pas. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, les gens se disent, ils ont l'impression qu'ils ont une chance de gagner, puis ils disent il me manque juste quelques votes. Là, probablement qu'on veut courtiser d'une façon éhontée le vote arabo-musulman en disant, ben là, on y va pour la totale, drapeau palestinien, pour arrêter le génocide. Tu dis, OK, tu es en train de vraiment de faire croire aux gens, mais la semaine passée, je pouvais me lire là-dessus ce matin dans le journal, la semaine passée, Jack Meeting a aussi dit carrément que si Craig Sauvé était élu, les prix de l'épicerie allaient baisser. Ben, écoute, il y a domaine de l'influence. Ben oui, ça ne tente pas déjà de participer. C'est une élection partielle. Mais là, ce que je me demande, c'est est-ce que les prix vont juste baisser dans le comté de la salle Aymar-Verdun? Oh. Parce que là, on va tout aller faire notre épicerie-là. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Peut-être que les prix de l'épicerie vont baisser partout au Canada grâce à une élection partielle. Je sais pas, mais faut être optimiste. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.